Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Lecture en Crous, la suite et fin de la nouvelle de Jack London, un steak. Le troisième round commença comme d'habitude, de manière unilatérale. Sandel menait le combat et délivrait tous les coups, mais au bout d'une demi-minute, trop confiant, il offrit son ouverture. Les yeux et le bras droit de King réagirent en même temps. C'était son premier véritable coup, un crochet avec l'arc fléchi du bras pour le rendre plus ferme et porté avec tout le poids du corps en demi-pivot. On aurait dit un lion qui, apparemment assoupi, faisait subitement jaillir une griffe éblouissante. Sandel touché sur le côté de la mâchoire, s'affaissa comme un bœuf. Le souffle coupé, le public émit des applaudissements stupéfaits. L'homme ne souffrait pas de rigidité musculaire finalement, et il était capable de décrocher un coup avec toute la force d'un marteau à bascule. Sandel était secoué. Il roula sur lui-même, prêt à se relever. Mais le cri de ses soigneurs, lui criant de profiter au maximum des secondes énumérées, le calmèrent. Il se dressa sur un genou, prêt à se relever, et attendit ainsi pendant que l'arbitre, au-dessus de lui, comptait les secondes. À 9, il se redressa, se mit en position de combat, et face à lui, Tom King regretta que le coup n'eût pas touché quelques centimètres plus près du menton. Ça aurait été le knock-out à coup sûr, et il aurait pu rapporter les 30 livres à la maison pour sa dame et les gosses. Le round alla au bout des 3 minutes. Pour la première fois, Sandel montra du respect pour son adversaire, et King continua de se déplacer lentement, le regard toujours assoupi. Le round touchait à sa fin, et King le comprit en voyant ses soigneurs tapis à l'extérieur du ring, prêts à jaillir entre les cordes. Il s'arrangea donc pour ramener le combat dans son propre coin. Au coup de gong, il s'assit immédiatement sur le tabouret qui l'attendait, alors que Sandel dut parcourir toute la distance du ring pour rejoindre son coin. C'était peu de choses, mais la somme de toutes ces petites choses avait de l'importance. Sandel était obligé de faire ces quelques pas de plus, d'y laisser un peu d'énergie et perdre ainsi une partie de la précieuse minute de repos. Au début de chaque round, King s'extirpait lentement de son coin, obligeant son adversaire à parcourir la plus grande distance. À la fin de chaque round, King ramenait le combat jusqu'à son coin pour s'y asseoir immédiatement. 2 autres rounds passèrent au cours desquels King dispensa son énergie avec parcimonie et Sandel avec prodigalité. Les efforts de ce dernier pour imposer un rythme plus rapide mirent King dans une position délicate car une bonne part de la multitude de coups portés contre lui atteignait leur but. King conserva pourtant sa lenteur obstinée malgré les cris des jeunes exaltés qui exigeaient qu'il y aille et qu'il se batte. Au 6e round, Sandel fut à nouveau inattentif. À nouveau la terrible droite de King jaillit vers la mâchoire et à nouveau Sandel profita de 9 secondes. Au 7e round, Sandel n'était plus au sommet de sa fraîcheur physique et s'installa dans ce qu'il savait devoir être le plus dur combat de toute sa carrière. Tom King était un vieux, certes, mais le meilleur vieux qu'il n'eût jamais rencontré. Un vieux qui ne perdait jamais la tête, avec une défense remarquable, dont les coups avaient la puissance d'un coup de massue et qui possédait un knock-out potentiel dans les 2 mains. Pourtant Tom King n'osait pas frapper trop souvent. Il n'oubliait jamais ses jointures meurtries et savait que chaque coup compterait si elle devait tenir jusqu'au bout du combat. Ainsi, assis dans son coin et observant son adversaire de l'autre côté du ring, la pensée lui vint que l'alliance de sa sagesse avec la jeunesse de Sandel ferait un champion du monde des poids lourds. Mais c'était justement là le problème. Sandel ne deviendrait jamais champion du monde. Il lui manquait la sagesse et son seul moyen de l'obtenir était de la payer de sa jeunesse. Lorsqu'il posséderait la sagesse, il aurait dépensé sa jeunesse à l'acheter. King usa de tout ce qu'il avait appris. Il ne manquait jamais une occasion de neutraliser son adversaire, son épaule s'enfonçant alors violemment dans les côtes de l'autre. Dans la philosophie du ring, une épaule a autant de valeur qu'un coup en termes de dommages causés et bien davantage en termes de dépenses d'énergie. En outre, au cours de ces corps à corps, King pesait de tout son poids sur son adversaire et ne se montrait guère disposé à lâcher prise. L'arbitre devait intervenir pour les séparer et toujours avec le concours de Sandel qui n'avait pas encore appris à s'économiser. Il ne pouvait s'empêcher d'utiliser ses bras vifs, ses muscles frémissants, et quand l'autre se ruait au corps à corps, heurtant son épaule contre les côtes de Sandel, sa tête reposant sur le bras gauche de celui-ci, Sandel envoyait systématiquement son bras droit derrière son dos pour viser le visage de son adversaire.
Un coup intelligent, très apprécié du public, mais peu dangereux, qui ne constituait donc qu'une simple perte d'énergie. Pourtant Sandel, infatigable, se battait sans retenue, et King, grimaçant entre un sourire, subissait avec obstination. Sandel décochait régulièrement une redoutable droite au corps qui pouvait faire penser que King était le plus souvent sévèrement touché, et seuls les vieux routiers du ring appréciaient la qualité de l'impact du gant gauche de King sur les biceps de l'autre juste avant qu'il porte un coup. Certes, le coup portait à chaque fois, mais à chaque fois il perdait de sa puissance sous l'effet de cette touche sur le biceps. Durant le 9e round, 3 fois en 1 minute, King décocha un crochet de la droite à la mâchoire de Sandel et 3 fois le corps de Sandel, aussi lourd qu'il fut expédié au tapis. Chaque fois, il profita des 9 secondes avant de se relever, secoué, ébranlé, mais toujours aussi puissant. Il avait perdu beaucoup de sa vitesse et gaspillé moins d'énergie. Il combattait avec acharnement et continuait de compter sur son principal atout, la jeunesse. L'atout principal de King était l'expérience. Il pallia son énergie et sa force défaillante par la ruse, la sagesse née des longs combats et une maîtrise attentive de sa puissance. Il avait non seulement appris à ne jamais faire de mouvements superflus, mais il savait aussi contraindre un adversaire à jeter toutes ses forces dans la bataille. Par des feintes de pieds, de mains et du corps, il manipulait constamment Sandel de manière à le faire bondir, plonger ou contrer. King s'économisait mais n'autorisait jamais Sandel à le faire. C'était la stratégie de l'âge. Au début du 10e round, King se mit à bloquer les attaques de l'autre par des directs du gauche au visage, et Sandel, fatigué, répliquait en décochant sa droite en un swing en crochet latéral sur le côté de la tête. Trop haut pour être d'une efficacité décisive. Pourtant, quand ce coup l'atteignit pour la première fois, King reconnut la tombée si familière du voile noir de l'inconscience. L'espace d'un instant, ou plutôt l'espace d'une infime fraction d'instant, il s'arrêta net. Il vit d'abord son adversaire disparaître de son champ de vision, et en arrière-plan, des visages blancs qui observaient. L'instant d'après, il vit de nouveau son adversaire et toujours les visages en arrière-plan, comme s'il s'était endormi un moment juste avant de rouvrir les yeux. Pourtant, ce moment d'inconscience avait été si microscopiquement court qu'il n'avait pas eu le temps de tomber. Le public vit King chanceler et ses genoux fléchir, puis il le vit se reprendre et replacer plus sûrement son menton sous la protection de son épaule gauche. Sandel répéta plusieurs fois ce coup, laissant King particulièrement étourdi avant que ce dernier mît en place une défense qui pouvait également s'avérer un contre. Feintant d'abord du gauche, il fit un demi-pas en arrière tout en expédiant un uppercut de toute la puissance de sa droite. Le rythme avait été si précis que le coup décoché de bas en haut atteignit directement le visage de Sandel, qui s'éleva dans les airs, dessina une courbe vers l'arrière et retomba de la tête et des épaules sur le tapis. King répéta ce coup 2 fois avant de se dégager et de travailler son adversaire coincé dans les cordes. Il ne permit pas à Sandel de se reposer ou de se reprendre, mais expédia une avalanche de coups jusqu'à ce que la salle fût debout dans un grondement ininterrompu d'applaudissements. Pourtant la puissance et l'endurance de Sandel étaient impressionnantes et il restait debout. Le knock-out semblant inévitable, un officier de police effrayé par la violence des coups surgit près du ring pour mettre fin au combat. Le gong retentit alors, annonçant la fin du round, et Sandel tituba jusqu'à son coin, répondant à l'officier qu'il était toujours lucide et puissant. En guise de preuve, il fit 2 bonds vers l'arrière, et le policier laissa tomber. Renversé dans son coin et respirant profondément, Tom King était déçu. Si on avait arrêté là le combat, l'arbitre l'aurait inévitablement déclaré vainqueur, et il aurait touché la prime. Contrairement à Sandel, il ne se battait pas pour la gloire, ou pour améliorer son palmarès, mais pour 30 livres. Maintenant Sandel allait profiter de la minute de repos pour récupérer. La jeunesse n'attend pas. Ce dicton surgit dans l'esprit de King et il se souvint qu'il l'avait entendu pour la première fois le soir où il avait sorti Stower Bill. L'aristo qui lui avait payé un verre après le combat en lui tapant sur l'épaule avait utilisé ces mêmes mots. La jeunesse n'attend pas. L'aristo avait raison. Ce soir-là, il y avait bien longtemps, la jeunesse était lui, mais aujourd'hui la jeunesse était assise dans le coin opposé. Quant à lui, cela faisait maintenant près d'une demi-heure qu'il se battait et il était vieux. S'il avait dû se battre comme Sandel, il n'aurait pas tenu plus de 15 minutes. En fait, il ne récupérait pas. Ses artères dilatées et ce cœur sévèrement mis à l'épreuve ne lui permettraient pas de rassembler toutes ses forces entre 2 rounds. Dès le départ, il n'avait pas eu suffisamment de force en lui.
Ses jambes étaient lourdes et il commençait à avoir des crampes. Il n'aurait pas dû faire ces 3 kilomètres à pied pour se rendre au combat. Puis il y avait cette viande dont il avait tellement envie depuis le matin. Il éprouva une farouche et terrible haine envers les bouchers qui avaient refusé de lui faire crédit. C'était dur pour un vieil homme d'aller combattre sans avoir mangé à sa faim. Un morceau de viande, c'était pas grand-chose pourtant, quelques pennies, au plus, mais pour lui ça représentait 30 livres. Quand le gong indiqua le début du 11e round, Sandel se précipita faisant montre d'une fraîcheur qu'il ne possédait pourtant pas. King reconnut ce coup de bluff aussi vieux que le sport lui-même. Il s'accrocha pour se protéger, puis se dégageant, il permit à Sandel de se remettre en position. C'était ce que King attendait. Il feinta du gauche avant de plonger et d'expédier un crochet remontant, puis fit le demi-pas en arrière et décocha l'uppercut en plein visage qui envoya Sandel au tapis. Ensuite, il ne lui laissa aucun répit, et s'il recevait lui-même des coups, il en infligeait bien davantage, coinçant Sandel dans les cordes, expédiant des crochets, lui assénant tous les coups possibles, se dégageant des corps à corps et cognant pour empêcher Sandel de s'accrocher. Mais quand ce dernier était sur le point de tomber, il le rattrapait et le soulevait d'une main, tandis que de l'autre, il l'expédiait immédiatement dans les cordes où il restait debout. La salle était complètement déchaînée, et c'était sa salle à lui. Presque toutes les voix hurlaient « Vas-y, Tom, prends-le, tu l'as, Tom, tu l'as !» Le final allait être ébouriffant, et c'était ce qu'un public de combat de boxe payait pour voir. Après avoir économisé ses forces pendant une demi-heure, Tom King les dispensait à présent avec prodigalité à son tour, pour l'ultime grand sursaut qu'il savait posséder encore en lui. C'était son ultime chance, maintenant ou jamais. Sa force s'évanouissait rapidement, il espérait qu'avant qu'elle se fût définitivement retirée de lui, il aurait terrassé son adversaire, sans cesser de frapper et d'avancer, et tout en jugeant avec lucidité de la puissance de ses coups et de la nature des dommages infligés. Et il comprit combien il était difficile de mettre knock-out un homme comme Sandel qui possédait une force et une endurance extrêmes, la force et l'endurance innée de la jeunesse. Sandel avait assurément l'avenir devant lui. C'était en lui, il était de ce bois duquel les combattants victorieux ne pouvaient être que faits. Sandel titubait et vacillait, mais Tom King avait des crampes aux jambes, et ses jointures se rappelaient à son bon souvenir. Il s'efforçait pourtant de porter des coups furieux qui mettaient tous à mal ses mains torturées. S'il ne prenait désormais presque plus de coups, il s'affaiblissait néanmoins aussi rapidement que l'autre. Les coups portaient, mais il manquait de puissance, et chacun d'eux exigeait un formidable effort de volonté. Ses jambes étaient lourdes comme du plomb et peinaient manifestement à le suivre. Les supporters de Sandel, réconfortés par ce symptôme, se mirent à encourager leur homme. King fut contraint de redoubler d'efforts. Il expédia 2 coups à la suite, une gauche au plexus solaire, délivré un poil trop haut, et un direct du droit dans la mâchoire. Ses coups n'étaient pas très appuyés, mais Sandel était si faible et si abruti qu'il tomba au tapis et y resta étendu, son corps pris dans de soubresauts. L'arbitre se tint au-dessus de lui pour compter en criant les secondes fatidiques à son oreille. S'il ne se relève pas avant la 10e seconde, il avait perdu le combat. Le public s'était dressé dans un profond silence. King se tenait tremblant sur ses jambes. Un vertige mortel l'envahissait et, devant ses yeux, la mer de visages plongeait et tanguait, tandis que le compte de l'arbitre, comme arrivant de très loin, lui parvenait aux oreilles. Il estimait pourtant que le combat était gagné. Impossible qu'un homme ayant subi un tel châtiment puisse se relever. La jeunesse seule pouvait se relever, et Sandel se releva. À la 4e seconde, il roula sur lui-même et tâtonna à l'aveugle vers les cordes. À la 7e seconde, il demeura, un genou à terre, tandis que sa tête bougeait en tous sens sur ses épaules. Quand l'arbitre cria 9, il se releva et se mit en garde, son bras gauche protégeant son visage et le droit son estomac. Ses poings vitaux ainsi protégés, il tangua vers King dans l'espoir de s'accrocher et de gagner un peu de temps. À l'instant même où Sandel se relevait, King se jetait sur lui, mais les 2 coups qu'il expédia furent amortis par les bras de l'autre. L'instant d'après, Sandel s'agrippait désespérément tandis que l'arbitre s'efforçait de séparer les 2 hommes. King produisit un effort pour se dégager. Il savait que la jeunesse récupérait vite et que Sandel était à lui s'il pouvait l'empêcher de récupérer. Il suffisait d'un coup bien appuyé. Sandel était à lui, indubitablement à lui. Il l'avait surclassé en maîtrise, surclassé dans le combat et surclassé au point.
Sandel chancela en se dégageant, en équilibre sur un fil entre défaite et survie. Un bon coup le renverserait, le jetterait à terre et le mettrait knock-out. Tom King, éprouvant une soudaine amertume, repensa alors au morceau de viande qu'il aurait bien aimé avoir mangé pour appuyer le coup nécessaire qu'il devait décrocher. Il se concentra sur ce coup, qui ne fut pourtant ni assez puissant ni assez rapide. Sandel chancela mais ne tomba pas. Il recula en titubant vers les cordes pour s'y appuyer. King tituba également vers lui et dans un ultime effort expédia un nouveau coup. Mais ce coup l'avait abandonné. Il ne restait plus de lui qu'une intelligence combative diminuée et altérée par l'épuisement. Le coup destiné à la mâchoire ne toucha pas plus haut que l'épaule. Il l'avait voulu plus haut, mais ses muscles fatigués n'avaient pas pu lui obéir. Sous l'impact du coup, Tom King chancela lui-même vers l'arrière et faillit tomber. Il se lança à nouveau, mais cette fois-ci le coup passa complètement à côté et, dans un état de faiblesse absolue, il tomba sur Sandel et s'agrippa à lui pour éviter de plonger vers le sol. King n'essaya pas de se dégager. Et il avait fait le maximum. Il était fini. La jeunesse n'avait pas attendu. Même dans ce corps à corps, il sentait Sandel reprendre des forces. Quand l'arbitre les sépara, il vit, là, devant ses yeux, la jeunesse qui récupérait. De seconde en seconde, Sandel devenait plus fort. Ses coups, légers et inefficaces au début, se firent plus appuyés et mieux placés. Le regard voilé de Tom King vit le poing ganté foncer vers sa mâchoire, et il voulut le contrer avec son bras, voulut le geste, mais le bras était trop lourd, comme lesté de 50 kilos de plomb. Il ne se lèverait pas lui-même, il s'efforça de le lever de toute son âme, puis le poing ganté atteignit son objectif. Il perçut un claquement net, comme une étincelle, et au même instant, le voile sombre l'enveloppa. Quand il rouvrit les yeux, il se trouvait dans son coin, et il entendait les cris du public, comme le rugissement des vagues à Bondi Beach. On lui pressait une éponge humide sur le front, et Sid Sullivan l'aspergeait d'eau froide sur le visage et sur la poitrine. On lui avait déjà enlevé ses gants, et Sandel, penché sur lui, lui serrait la main. Il n'en voulait pas à l'homme qui l'avait sorti, mais il répondit à ce geste avec une sincérité qui fit protester ses jointures martyrisées. Puis Sandel se dirigea vers le centre du ring, et le public fit silence pour l'entendre relever le défi lancé par Yon Proto et proposer d'en élever le montant à 100 livres. King regardait, hagard, tandis que ses soigneurs épongeaient l'eau qui ruisselait sur tout son corps, essuyaient son visage et le préparaient à quitter le ring. Il avait faim. Pas la faim tenaillante ordinaire, mais une grande faiblesse, une palpitation au creux de l'estomac qui se communiquait à tout son corps. Il repensa au combat et au moment où il avait tenu Sandel, chancelant et titubant sur le fil de la défaite. Ah, ce morceau de viande aurait suffi. C'est tout ce qui lui avait manqué pour porter le coup décisif, et il avait perdu. Tout était de la faute du morceau de viande. Ses soigneurs le soutenaient à moitié pour l'aider à passer entre les cordes. Il se libéra et plongea seul entre les cordes avant de sauter lourdement sur le sol. Il marcha dans leur sillage, tandis qu'il lui ouvrait le passage dans l'allée centrale envahie par la foule. À sa sortie du vestiaire, il rejoignait la rue quand un jeune type à l'entrée de la salle lui demanda « Pourquoi que t'as pas foncé pour te le faire pendant que tu le tenais ?»« Ah, va au diable !» dit Tom King avant de descendre les marches vers le trottoir. Au coin de la rue, les portes du pub battaient à tout va et il vit les lumières et les serveurs souriants. Il entendit les nombreuses voix qui commentaient le combat et le tintement alléchant de l'argent sur le comptoir. Quelqu'un l'appela pour lui proposer un verre. Après un moment d'hésitation, il refusa et poursuivit sa route. Il n'avait pas un sou en poche et les 3 kilomètres du retour lui parurent très longs. Alors qu'il traversait le domaine, il s'assit brusquement sur un banc, accablé par la pensée de sa femme restée éveillée à l'attendre pour connaître l'issue du combat. C'était plus douloureux que n'importe quel knock-out et presque impossible à affronter. Il se sentit faible, amer, et ses jointures éclatées et douloureuses l'avertissaient que, même s'il trouvait un petit boulot de terrassier, il lui faudrait bien une semaine avant de pouvoir tenir le manche d'une pioche ou d'une pelle. La palpitation de la faim au creux de son estomac le rendait malade. Sa misère le submergea et une buée incontrôlée lui monta aux yeux. Il plongea son visage dans ses mains et en pleurant, il se souvint de Stouverbill et de la manière dont il l'avait puni ce soir-là, il y avait si longtemps. Pauvre vieux Stouverbill! Il comprenait maintenant pourquoi Bill pleurait dans le vestiaire. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle, un steak.
l'une des meilleures de Jack London sur le thème du pugilat. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Lecture en Crous.